Le fauteuil roulant s'écrasa contre la porte de la chambre d'hôtel. Kwame Adeyemi resta figé, paralysé par la scène. Sa femme Zahara, entièrement nue, enlacée dans les bras de Chic Okonkwo, son meilleur ami et associé. Des vêtements jonchaient le sol en marbre italien, une bouteille de champagne à moitié vide, et l'odeur d'un parfum français mêlé à la trahison flottait dans l'air. Zahara ne se couvrait même pas. Elle le regarda simplement avec dédain, comme si elle regardait un chien abandonné dans la rue, et prononça les mots qui auraient brisé n'importe quel homme. « Tu croyais vraiment que j'allais me retrouver avec une infirme pour le restant de mes jours ? Regarde-toi, Kwame. Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus qu'un poids mort dans un fauteuil. » Chic rit en allumant un cigare cubain, le genre que Kwame achetait toujours pour fêter les grandes affaires. « Désolé, mon frère. Mais il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ta femme pendant que tu étais incapable de le faire. » Ce qu'ils ignoraient, ce que personne ne savait à Lagos, à l'exception de 2 personnes, c'est que Kwame Adeyemi pouvait parfaitement marcher. Chaque pas qu'il n'avançait pas, chaque gémissement de douleur qu'il feignait, chaque instant d'humiliation enduré sur cette chaise maudite faisait partie d'une épreuve cruelle, orchestrée par son propre père, le chef Adeyemi, un homme qui avait survécu à 3 coups d'état militaires, 2 guerres civiles et d'innombrables trahisons dans les affaires. Un homme qui savait que, dans la vie, le véritable caractère d'une personne ne se révèle que lorsqu'elle pense qu'elle n'a plus rien à offrir. Mais pour comprendre comment Kwame Adeyemi en est arrivé à ce moment dévastateur, témoin de la trahison de sa femme avec son meilleur ami, feignant la paralysie, il faut remonter 6 mois en arrière, à cette nuit suffocante de mars sur l'île Victoria, alors que tout semblait encore parfait. Kwame venait de conclure le plus gros contrat de sa vie, 200 millions de naira avec une compagnie pétrolière chinoise pour le développement de 3 complexes commerciaux à Lekki. À 30 ans, il était considéré comme l'étoile montante de Lagos, faisant la une du magazine Geneviève et surnommé « le nouvel Aliko Dangote » par les chroniqueurs mondains. Sa villa de 3 étages sur Banana Island offrait une vue imprenable sur l'Atlantique, une piscine à débordement, une salle de cinéma privée et un garage abritant 5 voitures importées, 2 Mercedes-Benz, un Range Rover, un Porsche Cayenne et sa fierté, une Ferrari rouge qu'il ne sortait que le dimanche. Zahara Madu, son épouse depuis 2 ans, incarnait tout ce qu'une société matérialiste pouvait désirer, une peau d'ébène parfaitement hydratée, des courbes sculptées, une chevelure toujours impeccable grâce à des perruques à 20 000 naira, des ongles religieusement faits chaque semaine à Ikoyi, et un compte Instagram suivi par 300 000 personnes où elle publiait des photos prises à Dubaï, Londres, Paris, toujours accompagnée de légendes exprimant sa gratitude et ses bénédictions divines. Lors de la soirée organisée pour célébrer la signature du contrat, elle circulait parmi les invités vêtus d'une robe Versace bleu roi d'une valeur supérieure à celle d'une petite voiture, recevant des compliments, prenant des selfies, incarnant à la perfection l'épouse de cet homme prospère. Le chef Adeyemi observait la scène depuis un coin du balcon, sirotant son cognac Hennessy. Son visage portait les cicatrices de la variole contractée enfant à Ibadan. À 72 ans, il avait bâti son empire à partir de rien, vendant des tissus au marché de Balogun avant d'investir dans l'immobilier dans les années 80. Il avait vu des hommes puissants ruinés, non par leurs ennemis, mais par leurs propres épouses, lorsque leur fortune avait tourné. Il appela Kwame à l'écart, loin du bruit du DJ et des rires forcés. « Mon fils, crois-tu connaître cette femme ?» Kwame sourit avec assurance, avec cette naïveté arrogante de celui qui n'avait jamais rien perdu d'important. « Père, Zahara m'aime. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, 2 ans de fréquentation et 2 ans de mariage. » Le chef Adeyemi esquissa un sourire triste, de ceux qui portent en eux des décennies de sagesse amère. L'amour ? Le véritable amour ne se manifeste pas quand le champagne coule à flot et que l'argent est à la banque, mon fils. L'amour se manifeste quand le monde s'écroule et qu'il ne reste que la poussière. Veux-tu vraiment savoir ce que cette femme ressent pour toi ? Kwame rit, pensant que son père était paranoïaque, influencé par de vieilles histoires de trahison dont il avait été témoin. Alors comment le saurais-je, père ? Que me conseillez-vous ? Le vieil homme posa sa lourde main sur l'épaule de son fils et prononça des mots qui allaient tout changer. Prends tout ce que tu as perdu. Fais comme si tu avais tout perdu. La santé, l'argent, le pouvoir. Prends tout et tu verras qui reste. 3 jours plus tard, le chef Adeyemi rendit visite à son vieil ami, le docteur Leke Babatunde, directeur de l'hôpital Lagos Memorial. Cet homme, qui avait étudié la médecine en Angleterre, était revenu au pays pour soigner sa population et comptait parmi les rares médecins de Lagos à ne pas exiger de pot de vin avant chaque consultation. Ils se connaissaient depuis 40 ans, depuis l'époque où ils buvaient de la bière Star bon marché dans les tavernes de Surulere. « Leke, j'ai besoin de ton aide pour une chose inhabituelle », dit le chef Adeyemi en lui exposant son plan. Le docteur Babatunde resta silencieux pendant une longue minute, remuant le verre de Chapman, l'air pensif. « Tu veux que je fasse croire que ton fils a eu un grave accident et qu'il ne remarchera peut-être jamais ? C'est extrême,
Mon ami. Tu te rends compte du traumatisme psychologique que cela pourrait engendrer pour tous ceux qui seraient concernés? Le chef Adeyemi regarda par la fenêtre du bureau. Lagos s'étendait à perte de vue dans un chaos indescriptible, des millions de personnes luttant, survivant, se trahissant, s'aimant. Je sais que c'est extrême. Mais je préfère que mon fils découvre la vérité maintenant, tant qu'il est encore jeune et peut se reconstruire, plutôt que dans 20 ans, quand il aura déjà des enfants et un cœur trop vieux pour guérir. Vous avez des filles, Leke. Ne feriez-vous pas la même chose? Le médecin soupira profondément et acquiesça, mais à une condition, Kwame devait y consentir. Ce ne serait pas un mensonge imposé, mais un test choisi. Convaincre Kwame s'avéra plus difficile. Lorsque le chef Adeyemi lui expliqua le plan dans son intégralité, son fils entra dans une colère noire. Papa, c'est de la folie. Zahara sera traumatisée. Mes employés, mes associés, tout le monde sera au courant. Mais le vieil homme ne céda pas. Si elle t'aime vraiment, ce traumatisme renforcera votre mariage. Si elle ne t'aime pas, tu le découvriras avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchis bien, mon fils. Vaut-il mieux vivre dans un mensonge confortable ou affronter une vérité douloureuse? Kwame passa 3 nuits blanches à arpenter la maison tandis que Zahara dormait paisiblement à ses côtés, inconsciente de la tempête qui se préparait. Il la contemplait, son visage parfait posé sur l'oreiller de soie, et se demandait, son père avait-il raison? Tout cela n'était-il qu'une façade? Le 3e jour, il prit sa décision. Il allait la mettre à l'épreuve. Mais même dans ses pires cauchemars, il n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Le vendredi 23 mars au matin, Kwame quitta la maison tôt, au volant de sa Mercedes-Benz argentée, en direction du chantier de Lekki où il supervisait la construction du premier complexe commercial. Zahara dormait encore, rentrée tard d'une soirée entre amis au Kilox Club. À 10h15, le téléphone de Zahara sonna. C'était le docteur Babatunde, d'une voix grave et professionnelle. Madame Adeyemi, je suis au regret de vous annoncer que votre mari a été victime d'un grave accident de voiture sur le 3e pont continental. Il est actuellement à l'hôpital Mémorial dans un état critique. Veuillez venir immédiatement. Zahara poussa un cri qui réveilla toute la maison. Amara Okafor, la jeune femme de ménage qui travaillait dans la demeure, accourut. Amara avait 24 ans et était la fille d'Emeka Okafor, le chauffeur de la famille Adeyemi pendant 30 ans, décédé du paludisme 3 ans auparavant, laissant sa fille seule au monde. Le chef Adeyemi, honorant la mémoire du fidèle chauffeur, offrit à Amara un emploi et un logement. Dès lors, elle vécut dans la chambre de bonne, à l'arrière de la maison, invisible aux yeux de Zahara, simple ombre qui nettoyait, cuisinait et disparaissait. « Madame, que s'est-il passé ?» demanda Amara, terrifiée. Zahara tremblait en essayant d'enfiler une robe. « Kwame a eu un accident. Il va peut-être mourir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Sans même regarder Amara, elle courut au garage, s'empara du Range Rover et fonça vers l'hôpital, conduisant dangereusement, grillant les feux rouges et klaxonnant furieusement dans le trafic chaotique de Lagos. À l'hôpital, la scène était macabrement orchestrée. Kwame gisait sur un lit de soins intensifs, le visage recouvert de faux bandages, branché à des machines émettant des bips incessants. Son visage était maquillé de façon stratégique par un maquillage spécial que le docteur Babatunde s'était procuré auprès d'un ami travaillant à Nollywood. Lorsque Zahara fit irruption, les larmes ruisselant sur son visage parfaitement maquillé, elle prit la main de Kwame et s'écria « Mon amour. Mon amour. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Ne me quitte pas. » Kwame ouvrit lentement les yeux, feignant une douleur intense, et murmura « Zahara. Je ne sens plus mes jambes. » Elle se figea. Le docteur Babatunde entra dans la chambre, le visage grave, un bloc-notes à la main, l'air d'un médecin sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Madame Adeyemi, pouvons-nous parler dehors ?» Dans le couloir stérile de l'hôpital, imprégné d'odeurs de désinfectant et de mort, il expliqua « Votre mari a subi un grave traumatisme médulaire. La vertèbre lombaire L4 est touchée. Nous avons effectué tous les examens possibles. Le pronostic est compliqué. Il y a une chance sur 2 qu'il ne retrouve jamais l'usage de ses jambes. Il risque de rester en fauteuil roulant toute sa vie. » Zahara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non pas à cause de la douleur d'imaginer la souffrance de son mari, mais à cause de la vision terrifiante de son avenir. Elle, à 28 ans, poussant un fauteuil roulant, s'occupant d'un homme dépendant, prisonnière de son destin, vieillissant sans fête, sans voyage, sans la vie glamour qu'elle s'était construite sur Instagram. Les 3 premiers jours furent marqués par un dévouement presque convaincant. Zahara restait à l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable près de Kwame, lui tenant la main, pleurant, priant, publiant des stories Instagram émouvantes, accompagnées de légendes sur la foi et les épreuves que Dieu envoie.
Ses abonnés inondaient les commentaires de messages de soutien, de cœurs et d'émojis de prière. Elle jouait le rôle d'une épouse dévouée, du moins en apparence. Mais la 4e nuit, alors que Kwame faisait semblant de dormir, il entendit Zahara appeler sa mère, Madame Oleyinka Madu, une femme de 55 ans qui avait élevé seule ses 3 filles après que son mari l'eut quittée pour une vendeuse d'Akara, et qui avait inculqué à ses filles que les hommes n'étaient bons qu'à 3 choses: l'argent, le statut social et encore plus d'argent. « Maman, je n'en peux plus », sanglota Zahara au téléphone, cachée dans la salle de bain de l'hôpital. Le médecin a dit qu'il ne remarchera peut-être jamais. Plus jamais, maman. Je vais devoir vivre avec un infirme toute ma vie. Je suis trop jeune pour ça. Je veux encore vivre. La voix glaciale de Madame Oleyinka résonna de l'autre côté. Ma fille, écoute-moi bien. Dieu t'a donné ta beauté pour une raison. Tu ne peux pas gâcher tes plus belles années à pousser un fauteuil roulant. Reste là encore une semaine pour que personne ne dise du mal de toi, fais bonne figure pour tes abonnés Instagram, et ensuite tu pourras reprendre ta vie normale. Et puis il y a sa bonne, comment s'appelle-t-elle déjà? Amara? Laisse-la s'occuper de lui. C'est à ça que servent les pauvres, à porter le fardeau que Dieu n'a pas voulu mettre sur nos épaules. Kwame sentit quelque chose mourir en lui à cet instant. Ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était la disparition totale de l'illusion, comme lorsqu'on se réveille d'un beau rêve et qu'on réalise que ce n'était qu'un rêve. Il continua de faire semblant de dormir, mais une larme solitaire coula sur sa joue meurtrie, et cette larme était bien réelle. Une semaine plus tard, Kwame sortit de l'hôpital et rentra chez lui en fauteuil roulant. Le manoir qui avait été son palais lui semblait désormais une prison. Le chef Adeyemi avait engagé des infirmières pour donner plus de crédibilité à la mascarade, et Kwame passait ses journées à faire semblant de faire de la kinésithérapie, à faire semblant d'essayer de bouger ses jambes, à feindre un espoir que tout le monde savait probablement illusoire. Zahara recommença à sortir. D'abord, des déjeuners rapides avec des amis, puis des fêtes l'après-midi, puis des dîners qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Elle revenait toujours embaumant le parfum cher et la bière importée, et avait toujours une excuse. « Chérie, je dois maintenir nos contacts sociaux. Les affaires ne peuvent pas s'arrêter juste parce que tu es temporairement malade. » Elle ne pouvait même pas prononcer le mot « infirme » devant lui, comme si ce mot était une malédiction. Chic Okonkwo commença à fréquenter plus souvent la maison. Meilleur ami de Kwame depuis leurs années à l'université de Lagos, où ils avaient étudié l'administration des affaires ensemble, bu ensemble et couru les filles ensemble. Chic était grand, beau, doté de ce charme naturel propre aux hommes Igbo qui savent manier les mots comme des armes. Marié à Ngozi, une femme simple et pieuse qui lui avait donné 2 enfants sans jamais se plaindre, Chic nourrissait cette ambition dangereuse propre aux hommes insatiables, toujours avides de plus, et enviait secrètement la réussite de son meilleur ami. Il rendait visite à Kwame sous prétexte de parler affaires, mais son regard se posait invariablement sur Zahara lorsqu'elle traversait la pièce, moulée dans ses robes au décolleté généreux. Kwame, depuis son fauteuil roulant, observait tout, les regards, les sourires qui s'éternisaient, et comment Zahara s'habillait avec plus d'élégance les jours de visite de Chic. Et chaque jour, l'épreuve que lui faisait subir son père révélait des vérités qui étaient comme de l'encouteau lacérant son âme. Celle qui ne le quittait jamais, c'était Amara. Silencieuse, presque invisible, elle était toujours là. Quand les infirmières partaient le soir, c'était Amara qui apportait à Kwame une soupe chaude. Quand il faisait semblant de ne pas pouvoir attraper un livre, c'était Amara qui le lui mettait entre les mains. Quand Zahara sortait pour une énième fête et que Kwame se retrouvait seul, le regard fixé au plafond, à écouter le bruit des vagues de l'Atlantique qui s'écrasaient sur la plage en contrebas, c'était Amara qui entrait discrètement et demandait « Grand-père Kwame, tu as besoin de quelque chose ?» Elle ne posait jamais de questions, ne jugeait jamais, ne se plaignait jamais. Elle était simplement là, comme une douce ombre dans un monde devenu trop sombre. Un soir, 3 semaines après le faux accident, Kwame ne put plus se retenir. Amara venait d'apporter un thé au gingembre qu'elle avait préparé elle-même, comme sa mère le lui avait appris avant de mourir d'un cancer alors qu'Amara avait 12 ans. Elle quittait la chambre quand Kwame l'appela. « Amara, attends. » Elle se retourna, surprise. Il ne lui parlait jamais beaucoup, gardant toujours cette distance que les patrons maintiennent avec leurs employés. « Oui, Oga. » Il la regarda vraiment pour la première fois en 3 ans. Il vit une jeune femme de 24 ans, les yeux trop fatigués pour son âge, le teint clair, sans maquillage, les mains rugueuses à force de travailler. Mais il y avait quelque chose en elle, une dignité silencieuse, une force qui n'avait pas besoin d'être criée pour se manifester. « Pourquoi fais-tu tout ça? Tu prends soin de moi, tu m'apportes à manger, tu restes ici pendant que les autres continuent leur vie ?» Amara resta silencieuse un instant, pesant ses mots. Depuis son enfance, elle avait appris que les pauvres qui parlent trop perdent leur emploi. Mais quelque chose dans la voix de Kwame, à cet instant précis, une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas, la poussa à dire la vérité. «
Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné, Olga. Quand mon père est mort, tous ceux qui l'avaient aidé pendant 30 ans ont disparu. Personne n'est venu aux funérailles. Personne n'a proposé son aide. Seul le chef Adeyemi se souvenait que mon père avait une famille. Il m'a donné ce travail, un toit, de la dignité alors que je n'avais rien. Alors, quand je te vois souffrir, seul sur cette chaise, pendant que ceux qui devraient être là font la fête, je ne peux pas rester les bras croisés. Kwame ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, comme si une partie de lui, figée par la trahison de Zahara, commençait à se dégeler. Tu as un petit ami, Amara? Elle sourit tristement. Qui voudrait sortir avec une bonne, Olga? Les hommes de ma classe préfèrent les femmes qui travaillent dans les banques, qui ont des diplômes. Moi, je n'ai que le bac et des mains qui savent faire le ménage. Quelque chose dans cette réponse, dans son honnêteté brutale, toucha Kwame comme aucun des « je t'aime » parfumés de Zahara n'avait jamais réussi à le faire. Ne te sous-estime pas comme ça, Amara. Tu vaux bien plus que beaucoup de docteurs que je connais. Elle le regarda avec surprise, et à cet instant, quelque chose passa entre eux, quelque chose de silencieux et de profond qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Pendant ce temps, Zahara franchissait toutes les limites. 2 mois après l'accident, elle avait déjà pris l'habitude de partir à 19h, prétextant retrouver des amis, et de rentrer à 3h du matin, titubante après avoir abusé de boissons coûteuses, s'effondrant sur le lit à côté de Kwame sans même se changer. Elle ne cachait plus les messages WhatsApp qui arrivaient sur son téléphone. Un soir, son téléphone sonna sur la table de chevet alors qu'elle prenait sa douche. Kwame jeta un coup d'œil machinalement et vit le message de Chic. « Encore à l'hôtel ce soir? Je ne supporte plus de faire semblant d'être juste ton ami. » Le monde de Kwame s'écroula à nouveau, mais cette fois, il n'était pas surpris. C'était comme si une partie de lui l'avait toujours su. Il prit son téléphone et parcourut les messages. Des mois de trahison y étaient consignés. Photos intimes, enregistrements audio sensuels, projets de rendez-vous. Le pire, c'était de découvrir que tout avait commencé seulement 2 semaines après l'accident. 2 semaines. Zahara n'a même pas tenu 1 mois avant de se mettre en couple avec un autre homme. Et ce n'était pas un inconnu. C'était Chic. Son âme sœur, celui qui avait été leur témoin de mariage, celui qui avait pleuré d'émotion en déclarant que Kwame et Zahara étaient la preuve que le véritable amour existait. Kwame aurait pu se lever à ce moment-là, aller dans la salle de bain et confronter Zahara, mettre fin à toute cette mascarade. Mais quelque chose l'en empêcha. Ce n'était plus l'épreuve de son père. C'était quelque chose de plus profond. Il avait besoin de voir jusqu'où la corruption avait progressé, il avait besoin d'être témoin de toute l'étendue de la trahison, car une part masochiste de lui avait besoin de souffrir le martyre pour guérir complètement. Le lendemain matin, il demanda à Amara d'apporter le petit déjeuner, et lorsqu'elle arriva avec le plateau, il dit quelque chose qui la choqua. « Amara, j'ai besoin de te demander une faveur. Tu peux refuser. Je te donnerai 50 000 Nera si tu acceptes. » Elle se figea. 50 000 Nera, c'était plus de 6 mois de salaire. Que voulez-vous, Olga? Il prit une profonde inspiration. Je veux que tu suives ma femme. Discrètement. Dis-moi où elle va, avec qui. J'ai besoin de savoir la vérité. Amara posa le plateau sur le lit, les mains tremblantes. Olga, je ne suis pas une espionne. Et ce n'est pas juste. Si tu la soupçonnes, tu ferais mieux de lui demander directement. Kwame laissa échapper un rire amer. Demander? Tu crois vraiment qu'une traîtresse avouera sa faute si on la confronte? J'ai juste besoin de preuves. S'il te plaît, Amara. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans cette maison maintenant. Amara ne le voulait pas. Tout en elle rejetait cette mission. Mais elle vit le désespoir dans les yeux de Kwame, elle vit un homme qui avait tout perdu, sauf son besoin de vérité, et elle accepta. Les jours suivants, Amara devint une ombre. Quand Zahara quittait la maison, élégamment vêtue, Amara prenait le danfo, ses bus bondés et chaotiques de Lagos, et la suivait de loin. Elle vit Zahara entrer à l'hôtel Eco Hotel & Suite sur Victoria Island. Elle vit Chic arriver un quart d'heure plus tard dans sa Lexus noire. Elle les vit récupérer la clé de la suite à la réception, rire, se toucher d'une manière qui ne laissait aucun doute. Amara prenait des photos avec son vieux téléphone portable, un Samsung qui fonctionnait mal mais qui prenait encore des photos. Elle se sentait dégoûtée. Non pas par Zahara, car elle connaissait déjà beaucoup de femmes comme elle, mais par elle-même, pour avoir fait cela, pour avoir documenté la destruction du mariage de sa patronne. En rentrant chez elle, elle trouva Kwame qui l'attendait dans le jardin, le regard tourné vers la mer. Elle lui montra les photos sans rien dire. Il les regarda un par un en silence. Une larme tomba sur le téléphone, puis une autre. « Merci, Amara. Tu n'as plus besoin de faire ça. Maintenant, je comprends. » Elle resta là, sans savoir quoi dire, puis fit quelque chose qui les surprit tous les deux.
Elle posa la main sur son épaule, un simple geste de réconfort qui fit tomber toutes les barrières entre patron et employé. Quam recouvrit sa main de la sienne, et ils restèrent ainsi, en silence, à écouter les vagues, deux âmes blessées trouvant un réconfort inattendu l'une auprès de l'autre. Le chef Adeyemi se présenta le lendemain matin. Il avait suivi la situation de loin, recevant les rapports du docteur Babatunde concernant l'état émotionnel de Quam. « Mon fils, il est temps d'en finir. Le test a confirmé mes craintes. Tu as vu qui elle est. Lève-toi de cette chaise et reconstruis ta vie. » Mais Quam secoua la tête. « Pas encore, père. J'ai besoin de la voir me regarder dans les yeux et décider officiellement de m'abandonner. J'ai besoin de cette ultime cruauté pour ne plus jamais douter de ma décision. » Le chef Adeyemi comprenait. Il connaissait ce besoin. Il l'avait lui-même éprouvé lorsqu'il avait découvert que sa première femme avait tenté de l'empoisonner pour hériter. Certains hommes doivent toucher le fond pour pouvoir se relever avec force. 3 jours plus tard, Quam invita Zahara à le rejoindre au salon. Elle vint à contre-cœur, agacée d'être interrompue dans sa routine chez l'esthéticienne. « Qu'y a-t-il, Quam ? Je suis en retard pour ma manucure. » Il la regarda vraiment, et vit une étrangère. Comment était-il tombé amoureux de cette femme ? Qu'avait-il vu en elle, outre une beauté superficielle et un charme artificiel ? « Zahara, je veux avoir une conversation franche au sujet de notre mariage. » Elle se figea. C'en était trop. Il allait demander le divorce. Elle allait devenir la femme qui avait abandonné son mari handicapé. Ses abonnés Instagram allaient la lyncher. Sa réputation serait ruinée. « Chérie, je sais que ça a été dur pour nous deux, mais... » Il leva la main pour l'interrompre. « Réponds-moi à une chose. Si le médecin t'annonçait maintenant que je ne remarcherai plus jamais, resterais-tu avec moi ?» Silence. Un silence si lourd qu'il semblait absorber l'air de la pièce. Zahara regarda ses ongles fraîchement manucurés, la bague en diamant de 5 carats que Quam lui avait offerte à leur mariage, tout sauf ses yeux. « Quam, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas me poser une question pareille. Je suis déjà passé par là, non ?» Il rit sans joie. « Tu es venu ici ? C'est ça que tu appelles être là ? Tu rentres ivre en pleine nuit, imprégné du parfum d'un autre, et tu crois que je ne m'en aperçois pas ? Tu penses que parce que je suis assise sur cette chaise, j'ai perdu tous mes sens ? » Elle pâlit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Chic, Zahara. Tu couches avec Chic. Mon meilleur ami. À l'hôtel Echo. Suite 504. Vous y allez tous les mardis et jeudis. » Le visage de Zahara passa par 15 émotions différentes en 5 secondes. Choc, peur, colère, désespoir, et enfin, à sa grande surprise, du soulagement. Soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Elle se leva, jeta son sac Gucci sur le canapé et lança tout d'un coup. « D'accord. Oui. Je suis avec Chic. Parce que c'est un vrai homme. Il peut m'emmener danser, il peut me porter dans ses bras, il peut faire des choses que tu ne pourras plus jamais faire. Tu veux que je sois honnête ? Je n'en peux plus. Je ne me suis pas mariée pour être infirmière. J'ai 28 ans, Quam. 28 ans. Je devrais parcourir le monde, faire la fête, vivre. Pas pousser un fauteuil roulant et essuyer la bave d'homme paralysé. » Chaque mot était un coup de poignard, elle le savait, et elle s'en fichait. Elle en avait assez de feindre une compassion qu'elle n'éprouvait pas. Quam se contenta d'acquiescer, comme si cela confirmait ce qu'il savait déjà. « Merci pour ta franchise. Maintenant, réponds-moi, m'as-tu vraiment aimé, ou n'était-ce qu'une question d'argent et de train de vie ?» Zahara prit son sac et se dirigea vers la porte. Elle se retourna juste pour porter un dernier coup. J'aimais le Quam qui conduisait des Ferrari et concluait des affaires à plusieurs millions. Ce Quam-là, assis sur cette chaise, a pleuré comme un enfant, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Adieu, Quam. Je vais demander à mon avocat de divorcer. J'espère que tu seras généreux avec le partage des biens. Après tout, tu me le dois bien pour ces 2 mois d'enfer que j'ai passé à faire semblant de m'intéresser à toi. Elle claqua la porte en partant. Quam resta là, dans son fauteuil roulant, seul dans l'immense pièce. Et puis, il fit quelque chose d'inattendu, il sourit. Non pas de joie, mais de libération. Maintenant, il savait. Maintenant, il en était absolument certain. Le masque était complètement tombé. Amara avait tout entendu depuis la cuisine. Elle accourut, les larmes aux yeux, et s'agenouilla devant Quam. « Grand-père, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée qu'elle t'ait fait ça. Tu ne méritais pas ça. » Il lui prit les mains, ses mains travailleuses et honnêtes. « Amara, puis-je te poser une question un peu folle ?» Elle hocha la tête, perplexe. « Si tu savais que je ne remarcherais plus jamais, resterais-tu à mes côtés ?» Elle n'hésita pas une seconde. « Oga,
Mon père a passé les 2 dernières années de sa vie avec un cancer en phase terminale. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus manger seul, il ne pouvait plus rien faire. J'avais 17 ans. Je le lavais, je le soignais, je le soutenais quand il vomissait du sang. Et vous savez ce que j'ai ressenti? De la gratitude. De la gratitude d'être en vie pour prendre soin de l'homme qui m'a élevé seul après la mort de ma mère. Alors oui, Ogakwam. Si vous ne remarquez jamais, je resterai. Parce que les bonnes personnes sont rares en ce monde, et vous êtes une bonne personne. Votre mobilité ne définit pas votre valeur. Kwam sentit des larmes couler sur ses joues. Des larmes de douleur pour la trahison de Zahara, mais aussi des larmes de découverte. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'or dans cette maison. Une âme authentique dans un monde de masques. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle du divorce imminent se répandit comme une traînée de poudre à la gosse. Zahara réagit promptement, engageant l'avocat le plus cher de Victoria Island, Maître Emeka Okoro, réputé pour ruiner les hommes lors des divorces et empocher la moitié des biens. Elle accorda des interviews à des blog people, se présentant comme une victime. J'ai essayé d'être forte, mais je n'avais plus la force émotionnelle de gérer la situation. J'aime toujours Kwam, mais je dois prendre soin de ma santé mentale. Les commentaires sur les réseaux sociaux furent virulents. La moitié défendait Zahara. Personne n'est obligé de se sacrifier éternellement, elle a le droit d'être heureuse. L'autre moitié la démolissait, pire qu'une vipère. Elle a abandonné l'homme au moment où il avait le plus besoin d'elle. Chik Okonkwo disparut dans la nature, bloqua Zahara partout, retourna chez sa femme Ngozi et fit comme si de rien n'était. Les hommes lâches agissent toujours ainsi. Ils utilisent la femme et disparaissent lorsque le scandale éclate. Zahara a essayé de l'appeler 47 fois en une seule journée. Il n'a répondu à aucun appel. C'est alors seulement qu'elle a compris. Chik n'avait jamais voulu de relation sérieuse avec elle. Elle avait gâché un mariage pour un homme qui ne recherchait que du sexe sans lendemain et le frisson de trahir son meilleur ami. Madame Oleyinka, la mère de Zahara, tenta de limiter les dégâts. Elle se rendit au manoir de Kwam, vêtue de sa plus belle robe Ankara, affichant une sollicitude maternelle feinte. « Mon gendre, je vous en prie, pardonnez à ma fille. » Elle était perdue, instable émotionnellement, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. « Vous ne pouvez pas détruire ce mariage ainsi. Pensez à tout ce que vous avez construit ensemble. » Kwam la reçut au salon, toujours dans son fauteuil roulant, et la regarda avec une lucidité nouvelle. Il comprenait maintenant d'où Zahara tenait son venin. D'une mère qui avait appris à ses filles que les hommes étaient des investissements financiers, et non des partenaires de vie. « Madame Oleyinka, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai entendu au téléphone ce soir-là à l'hôpital. Je vous ai entendu dire à Zahara de me laisser aux soins de la bonne. Je vous ai entendu dire qu'elle était trop jeune pour être attachée à un infirme. Alors ne venez pas ici maintenant faire semblant de vous soucier de ce mariage. Vous ne vous êtes jamais soucié de rien d'autre que de l'argent que je déposais chaque mois sur le compte de votre fille. » Madame Oleyinka resta sans voix. Pour la première fois de sa vie, on lui avait jeté le doigt sur sa propre bassesse. Elle se leva, ajusta son ankara avec une dignité feinte et dit « Vous regretterez de perdre ma fille. Une femme comme Zahara, ça ne se rencontre pas 2 fois. » Kwam sourit. « Dieu merci. » C'est à cette époque que Kwam réalisa qu'il tombait amoureux d'Amara. Ce n'était pas un amour flamboyant comme dans les films de Nollywood, avec musique romantique et ralentie. C'était silencieux, progressif, comme une racine qui pousse lentement mais sûrement. Il s'en rendit compte lorsqu'il commença à attendre avec impatience les moments où elle lui apportait à manger, lorsqu'il commença à remarquer les détails, la façon dont elle fredonnait doucement du gospel en faisant le ménage, l'éclat de ses yeux lorsqu'elle riait à l'une de ses blagues idiotes, son habitude de se mordre la lèvre inférieure lorsqu'elle se concentrait. Il s'en rendit compte lorsqu'il ressentit de la jalousie en voyant le jardinier flirter avec elle, lorsqu'il s'indigna d'entendre Zahara la traiter avec condescendance. Un soir, 4 mois après le faux accident, Kwam appela le chef Adeyemi pour une conversation sérieuse. « Père, je veux terminer le procès. Mais pas parce que je veux retourner auprès de Zahara. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui mérite vraiment mon amour. » Le chef Adeyemi sourit, ce sourire de celui qui le savait déjà avant même d'entendre Amara. Ce n'était pas une question, c'était une confirmation. « Oui, Amara. Mais papa, elle était notre femme de ménage. Les gens vont parler. La société va juger. Je m'en fiche, mais j'ai besoin de savoir si je suis folle. » Le vieil homme posa la main sur l'épaule de son fils. « Kwam, j'ai grandi en vendant des tissus au marché. Ta mère, que Dieu ait son âme, était fille de fermier à OYO. Quand j'ai dit que je voulais l'épouser, ma propre famille m'a rejetée, disant qu'elle était trop pauvre, trop ignorante. Regarde où nous en sommes maintenant. La société jugera toujours, mon fils. Toujours.
Si tu te soucies de l'opinion de ceux qui ne paient pas tes factures ni ne dorment dans ton lit, tu passeras ta vie entière à te soumettre aux attentes des autres. Épouse quelqu'un qui te rend heureux. Épouse quelqu'un qui restera à tes côtés quand le monde s'écroulera. Épouse Amara. Kwam sentit un poids s'envoler de ses épaules. Mais un problème persistait. Comment Amara réagirait-elle? Elle le considérait toujours comme son patron, comme quelqu'un d'une classe sociale complètement différente. Comment saurait-elle qu'il ne profitait pas de sa vulnérabilité? Il devait faire les choses correctement. La semaine suivante, Kwam demanda au docteur Babatunde de fixer un rendez-vous médical spécial, invitant toute la famille, y compris Zahara, qui était encore techniquement son épouse puisque la procédure de divorce était en cours. Madame Oleyinka était présente, cherchant toujours à manipuler la situation. Amara vint également, car Kwam avait insisté, disant qu'il avait besoin d'elle. Quant au chef Adeyemi, il savait déjà parfaitement ce qui allait se produire. Dans la salle de consultation de l'hôpital, le docteur Babatunde entra, l'air indéchiffrable. Il les observa tous, instaurant un climat de suspense. « Famille Adeyemi, je vous ai tous réunis car j'ai une révélation importante à vous faire concernant l'affaire Kwam. » Zahara leva les yeux au ciel. « Docteur, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je lui ai déjà dit clairement que je divorçais. » Le docteur Babatunde l'ignora et poursuivit. « Il y a 4 mois, Kwam est venu me demander quelque chose d'inhabituel. Il nous a demandé de faire croire qu'il avait été victime d'un grave accident avec une lésion médulaire. Il m'a demandé de mentir, de dire qu'il ne remarcherait plus jamais. Tout cela n'était qu'un test. » Un silence de mort s'installa. Madame Oleyinka resta bouche bée. Zahara fronça les sourcils, perplexe. Amara regarda Kwam, sous le choc. « Et aujourd'hui, poursuivit le docteur Babatunde, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kwam Adeyemi n'a jamais eu de problème de colonne vertébrale. Il n'a jamais été paralysé. Il marche parfaitement. » Et comme s'il avait répété la scène, Kwam se leva de son fauteuil roulant. Lentement, avec une grâce théâtrale, il fit un pas, puis un autre, puis un autre. Il traversa la pièce sous le regard stupéfait de tous. Zahara se mit à trembler. Son esprit peinait à comprendre ce qu'elle voyait, ce que tout cela signifiait. Elle avait abandonné un homme en parfaite santé. Elle l'avait trahi, humilié, avait dit des choses horribles, le tout sur la base d'un mensonge qu'elle n'avait jamais remis en question. Et s'il pouvait toujours marcher, cela signifiait. Tu faisais semblant, balbutia-t-elle. Depuis le début. Kwam se tourna vers elle, reprenant son allure imposante, et dit d'une voix ferme, « Oui, Zahara. Je faisais semblant. Parce que mon père m'a appris une chose importante. On ne sait jamais qui nous aime vraiment tant qu'on n'a pas tout perdu et qu'on ne voit pas qui reste. Et tu n'es pas resté. Tu n'as même pas tenu un mois avant de te jeter dans les bras de mon meilleur ami. » Madame Oleyinka tenta d'intervenir, mais c'est de la manipulation. Vous avez manipulé ma fille. Vous. La chef Adeyemi se leva, sa voix résonnant dans la pièce. Silence, femme. Mon fils n'a manipulé personne. Il a simplement donné à sa fille l'occasion de révéler sa vraie nature. Et elle l'a fait. Elle a prouvé qu'elle était exactement le genre de femme venimeuse que je soupçonnais. Zahara se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret sincère. C'étaient des larmes de colère, de honte publique, d'avoir été démasquée. Kwam, pardonne-moi. J'étais perdue, j'étais sous pression, ma mère m'a mal influencée. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'aime. Kwam la regarda et ne ressentit que le néant. Ni colère, ni douleur, ni nostalgie. Juste le vide laissé par l'amour. Zahara, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais mon argent, mon statut, ma Ferrari. Quand tu as cru que j'avais perdu tout ça, tu n'as pas hésité une seconde à me jeter. Et tu sais ce qui est pire? Tu as fait la même chose à Chic. Un homme marié, père de famille, mon meilleur ami. Tu n'as pas seulement détruit notre mariage. Tu as prouvé que tu n'avais absolument aucune humanité. Il se tourna vers Amara, appuyé contre le mur, encore sous le choc, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Amara, peux-tu venir, s'il te plaît? Elle s'avança lentement, hésitante, sentant tous les regards peser sur elle. Kwam prit ses mains travailleuses et honnêtes, et la regarda dans les yeux. Pendant ces 4 mois, alors que j'étais clouée sur cette chaise, alors que le monde me traitait comme un bon à rien, tu as été la seule personne à ne jamais changer d'attitude envers moi. Tu m'as traitée avec dignité. Tu as pris soin de moi sans rien attendre en retour. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, sans même t'en rendre compte. Amara tenta de parler, mais il poursuivit, je sais que ça va paraître fou. Je sais que ça va en choquer plus d'un. Mais je m'en fiche. Amara Okafor, veux-tu m'épouser?
La pièce explosa de rire. Zahara hurla. Vous plaisantez. Vous allez me troquer contre une bonne. Madame Oleyinka était au bord de la crise cardiaque. C'est absurde. Elle est pauvre. Elle n'a aucune éducation. Elle n'a aucune classe. Le chef Adeyemi frappa le sol de sa canne. Elle a quelque chose que votre fille n'a jamais eu, du caractère. Et ça vaut plus que tous les diplômes et les vêtements de marque du monde. Amara tremblait, les larmes ruisselant sur ses joues, incapable de parler. Elle regarda Kwame et vit dans ses yeux quelque chose qu'aucun homme ne lui avait jamais offert. Un amour véritable, fondé sur ce qu'elle était, et non sur ce qu'elle possédait. Oga Kwame. Je ne suis qu'une bonne. Vous méritez mieux. Quelqu'un de votre classe. Il lui serra les mains. Tu n'es rien de plus, Amara. Tu es la femme la plus digne que je connaisse. Et je ne veux pas de quelqu'un de ma classe. Je te veux. Alors, veux-tu m'épouser ou non? Elle finit par sourire à travers ses larmes et hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Kwame la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit entier. Zahara ne supportait plus d'être là. Elle s'est enfuie de l'hôpital, poursuivie par Madame Oleyinka qui lui crachait des insultes et des menaces en l'air. Dans la rue, mère et fille sont montées dans la voiture et ont explosé de rage. Ce salaud, hurla Zahara en frappant le volant. Il m'a humilié. Il s'est ridiculisé devant tout le monde. Et maintenant, il va épouser cette immonde bonne. Madame Oleyinka, calculatrice, rétorqua. Calme-toi, ma fille. Il y a encore la procédure de divorce. On peut lui soutirer de l'argent. Notre avocat va. Maman, pour l'amour de Dieu. Il a prouvé que je l'avais trompé. Que je l'avais abandonné. Aucun juge ne me donnera rien. J'ai tout perdu. Et elle avait effectivement tout perdu. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire fit le tour de la gosse. Vous avez entendu? L'homme d'affaires Kwame Adeyemi a fait semblant d'être paralysé pour tester sa femme. Et elle a lamentablement échoué. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des mèmes de Zahara fleurirent de partout. En 2 jours, le nombre de ses abonnés Instagram a chuté de 300 000 à 120 000. Les marques qui la sponsorisaient ont rompu leur contrat. Elle est devenue le symbole national de l'épouse sans cœur et vénale. Chico Okonkwo a subi un sort encore plus funeste. Ngozi, sa femme, a tout découvert et non seulement a demandé le divorce, mais elle s'est rendue à leur église, a réuni toute la congrégation et a publiquement dénoncé son mari. Cet homme, a-t-elle crié du haut de la chair, a trahi son meilleur ami avec sa femme, alors qu'il souffrait en fauteuil roulant. Du moins, c'est ce que nous pensions tous. Chic a perdu son partenariat avec Kwame, ses contrats et sa réputation. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui avait trahi son meilleur ami. Pendant ce temps, Kwame et Amara préparaient un mariage simple. Ce ne serait pas dans la cathédrale fastueuse de Victoria Island où il avait épousé Zahara, mais dans le jardin de la demeure, au coucher du soleil, entouré uniquement des personnes qui comptaient vraiment. Le chef Adeyemi finança tout avec joie, déclarant « C'est le mariage dont j'ai toujours rêvé. Un mariage authentique, qui ne se fonde pas sur les apparences. » Zahara apprit la nouvelle du mariage via Instagram. Elle vit les photos de l'invitation, vit Amara sourire aux côtés de Kwame, et quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas de l'amour pour Kwame, mais de l'envie. L'envie qu'Amara ait obtenu ce qu'elle n'avait jamais eu, le respect sincère d'un homme bien. Le jour du mariage, Kwame portait un agbada blanc traditionnel yoruba brodé d'or. Amara portait une robe simple et élégante, ses cheveux tressés de façon traditionnelle, sans perruque coûteuse ni maquillage excessif, juste sa beauté naturelle. Tandis qu'elle traversait le jardin pour rejoindre Kwame, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Le chef Adeyemi, ordonné pasteur il y a de nombreuses années, a officié la cérémonie. « Mon fils, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, aujourd'hui tu n'épouses pas seulement une femme. Tu célèbres le triomphe de la vérité sur les apparences, du caractère sur le matérialisme. Amara, ma fille, bienvenue officiellement dans la famille Adeyemi. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 semaines après le mariage, alors que Kwame et Amara dînaient dans un restaurant de Lekki, ils virent quelque chose qui sembla suspendre le temps. Zahara et Madame Oleyinka étaient là, à une table dans un coin, mais elles ne fêtaient rien. Épouse quelqu'un qui te rend heureux. Épouse quelqu'un qui restera à tes côtés quand le monde s'écroulera. Épouse Amara. Kwame sentit un poids s'envoler de ses épaules. Mais un problème persistait. Comment Amara réagirait-elle? Elle le considérait toujours comme son patron, comme quelqu'un d'une classe sociale complètement différente. Comment saurait-elle qu'il ne profitait pas de sa vulnérabilité? Il devait faire les choses correctement. La semaine suivante, Kwame demanda au docteur Babatunde de fixer un rendez-vous médical spécial, invitant toute la famille, y compris Zahara,
qui était encore techniquement son épouse puisque la procédure de divorce était en cours. Madame Oleyinka était présente, cherchant toujours à manipuler la situation. Amara vint également, car Kwam avait insisté, disant qu'il avait besoin d'elle. Quant au chef Adeyemi, il savait déjà parfaitement ce qui allait se produire. Dans la salle de consultation de l'hôpital, le docteur Babatunde entra, l'air indéchiffrable. Il les observa tous, instaurant un climat de suspense. « Famille Adeyemi, je vous ai tous réunis car j'ai une révélation importante à vous faire concernant l'affaire Kwam. » Zahara leva les yeux au ciel. « Docteur, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je lui ai déjà dit clairement que je divorçais. » Le docteur Babatunde l'ignora et poursuivit. « Il y a 4 mois, Kwam est venu me demander quelque chose d'inhabituel. Il nous a demandé de faire croire qu'il avait été victime d'un grave accident avec une lésion médulaire. Il m'a demandé de mentir, de dire qu'il ne remarcherait plus jamais. Tout cela n'était qu'un test. » Un silence de mort s'installa. Madame Oleyinka resta bouche bée. Zahara fronça les sourcils, perplexe. Amara regarda Kwam, sous le choc. « Et aujourd'hui, poursuivit le docteur Babatunde, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kwam Adeyemi n'a jamais eu de problème de colonne vertébrale. Il n'a jamais été paralysé. Il marche parfaitement. » Et comme s'il avait répété la scène, Kwam se leva de son fauteuil roulant. Lentement, avec une grâce théâtrale, il fit un pas, puis un autre, puis un autre. Il traversa la pièce sous le regard stupéfait de tous. Zahara se mit à trembler. Son esprit peinait à comprendre ce qu'elle voyait, ce que tout cela signifiait. Elle avait abandonné un homme en parfaite santé. Elle l'avait trahi, humilié, avait dit des choses horribles, le tout sur la base d'un mensonge qu'elle n'avait jamais remis en question. Et s'il pouvait toujours marcher, cela signifiait. « Tu faisais semblant » balbutia-t-elle. Depuis le début, Kwam se tourna vers elle, reprenant son allure imposante, et dit d'une voix ferme, « Oui, Zahara. Je faisais semblant. Parce que mon père m'a appris une chose importante. On ne sait jamais qui nous aime vraiment tant qu'on n'a pas tout perdu et qu'on ne voit pas qui reste. Et tu n'es pas resté. Tu n'as même pas tenu un mois avant de te jeter dans les bras de mon meilleur ami. » Madame Oleyinka tenta d'intervenir, mais c'est de la manipulation. Vous avez manipulé ma fille. Vous. La chef Adeyemi se leva, sa voix résonnant dans la pièce. Silence, femme. Mon fils n'a manipulé personne. Il a simplement donné à sa fille l'occasion de révéler sa vraie nature. Et elle l'a fait. Elle a prouvé qu'elle était exactement le genre de femme venimeuse que je soupçonnais. Zahara se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret sincère. C'étaient des larmes de colère, de honte publique, d'avoir été démasquée. Kwam, pardonne-moi. J'étais perdue, j'étais sous pression, ma mère m'a mal influencée. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'aime. Kwam la regarda et ne ressentit que le néant. Ni colère, ni douleur, ni nostalgie. Juste le vide laissé par l'amour. Zahara, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais mon argent, mon statut, ma Ferrari. Quand tu as cru que j'avais perdu tout ça, tu n'as pas hésité une seconde à me jeter. Et tu sais ce qui est pire ? Tu as fait la même chose à Chic. Un homme marié, père de famille, mon meilleur ami. Tu n'as pas seulement détruit notre mariage. Tu as prouvé que tu n'avais absolument aucune humanité. Il se tourna vers Amara, appuyé contre le mur, encore sous le choc, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Amara, peux-tu venir, s'il te plaît ? Elle s'avança lentement, hésitante, sentant tous les regards peser sur elle. Kwam prit ses mains travailleuses et honnêtes, et la regarda dans les yeux. Pendant ces 4 mois, alors que j'étais clouée sur cette chaise, alors que le monde me traitait comme un bon à rien, tu as été la seule personne à ne jamais changer d'attitude envers moi. Tu m'as traitée avec dignité. Tu as pris soin de moi sans rien attendre en retour. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, sans même t'en rendre compte. Amara tenta de parler, mais il poursuivit, je sais que ça va paraître fou. Je sais que ça va en choquer plus d'un. Mais je m'en fiche. Amara Okafor, veux-tu m'épouser ? La pièce explosa de rire. Zahara hurla, vous plaisantez. Vous allez me troquer contre une bonne. Madame Oleyinka était au bord de la crise cardiaque. C'est absurde. Elle est pauvre. Elle n'a aucune éducation. Elle n'a aucune classe. Le chef Adeyemi frappa le sol de sa canne. Elle a quelque chose que votre fille n'a jamais eu, du caractère. Et ça vaut plus que tous les diplômes et les vêtements de marque du monde. Amara tremblait, les larmes ruisselant sur ses joues, incapable de parler. Elle regarda Kwam et vit dans ses yeux quelque chose qu'aucun homme ne lui avait jamais offert. Un amour véritable, fondé sur ce qu'elle était, et non sur ce qu'elle possédait. Oga Kwam.
Je ne suis qu'une bonne. Vous méritez mieux. Quelqu'un de votre classe. Il lui serra les mains. Tu n'es rien de plus, Amara. Tu es la femme la plus digne que je connaisse. Et je ne veux pas de quelqu'un de ma classe. Je te veux. Alors, veux-tu m'épouser ou non? Elle finit par sourire à travers ses larmes et hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Kwam la serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit entier. Zahara ne supportait plus d'être là. Elle s'est enfuie de l'hôpital, poursuivie par Madame Oleyinka qui lui crachait des insultes et des menaces en l'air. Dans la rue, mère et fille sont montées dans la voiture et ont explosé de rage. Ce salaud! Hurla Zahara en frappant le volant. Il m'a humilié. Il s'est ridiculisé devant tout le monde. Et maintenant, il va épouser cette immonde bonne. Madame Oleyinka, calculatrice, rétorqua. Calme-toi, ma fille. Il y a encore la procédure de divorce. On peut lui soutirer de l'argent. Notre avocat va. Maman, pour l'amour de Dieu. Il a prouvé que je l'avais trompé. Que je l'avais abandonné. Aucun juge ne me donnera rien. J'ai tout perdu. Et elle avait effectivement tout perdu. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire fit le tour de la gosse. Vous avez entendu? L'homme d'affaires. Kwam Adeyemi a fait semblant d'être paralysé pour tester sa femme. Et elle a lamentablement échoué. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des mèmes de Zahara fleurirent de partout. En 2 jours, le nombre de ses abonnés Instagram a chuté de 300 000 à 120 000. Les marques qui la sponsorisaient ont rompu leur contrat. Elle est devenue le symbole national de l'épouse sans cœur et vénale. Chic Okonkwo a subi un sort encore plus funeste. Ngozi, sa femme, a tout découvert et non seulement a demandé le divorce, mais elle s'est rendue à leur église, a réuni toute la congrégation et a publiquement dénoncé son mari. Cet homme, a-t-elle crié du haut de la chair, a trahi son meilleur ami avec sa femme, alors qu'il souffrait en fauteuil roulant. Du moins, c'est ce que nous pensions tous. Chic a perdu son partenariat avec Kwam, ses contrats et sa réputation. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui avait trahi son meilleur ami. Pendant ce temps, Kwam et Amara préparaient un mariage simple. Ce ne serait pas dans la cathédrale fastueuse de Victoria Island où il avait épousé Zahara, mais dans le jardin de la demeure, au coucher du soleil, entouré uniquement des personnes qui comptaient vraiment. Le chef Adeyemi finança tout avec joie, déclarant « C'est le mariage dont j'ai toujours rêvé. Un mariage authentique, qui ne se fonde pas sur les apparences. » Zahara apprit la nouvelle du mariage via Instagram. Elle vit les photos de l'invitation, vit Amara sourire aux côtés de Kwam, et quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas de l'amour pour Kwam, mais de l'envie. L'envie qu'Amara ait obtenu ce qu'elle n'avait jamais eu, le respect sincère d'un homme bien. Le jour du mariage, Kwam portait un agbada blanc traditionnel yoruba brodé d'or. Amara portait une robe simple et élégante, ses cheveux tressés de façon traditionnelle, sans perruque coûteuse ni maquillage excessif, juste sa beauté naturelle. Tandis qu'elle traversait le jardin pour rejoindre Kwam, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Le chef Adeyemi, ordonné pasteur il y a de nombreuses années, a officié la cérémonie. « Mon fils, dit-il, la voix étranglée par l'émotion, aujourd'hui tu n'épouses pas seulement une femme. Tu célèbres le triomphe de la vérité sur les apparences, du caractère sur le matérialisme. Amara, ma fille, bienvenue officiellement dans la famille Adeyemi. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 semaines après le mariage, alors que Kwam et Amara dînaient dans un restaurant de Lekki, ils virent quelque chose qui sembla suspendre le temps. Zahara et Madame Oleyinka étaient là, à une table dans un coin, mais elles ne fêtaient rien. Zahara avait l'air perdu, ses vêtements étaient moins tapacs sans grave-l'œil, ses ongles négligés. La Ferrari de luxe avait laissé place à une Toyota d'occasion. L'appartement chic de Victoria Island n'était plus qu'un souvenir, car elle ne pouvait plus payer le loyer seule. Tous les amis qui l'entouraient aux soirées avaient disparu quand l'argent avait manqué. Elle était là avec sa mère, partageant un plat pour économiser, essayant de sauver les apparences, mais visiblement au bord de la faillite. Madame Oleyinka aperçut Kwam et Amara la première. Elle donna un coup de coude à sa fille. Zahara leva les yeux et croisa le regard de Kwam. Pendant un instant, quelque chose s'établit entre eux, une communication silencieuse de tout ce qui avait été et de tout ce qui ne serait jamais. Et puis Zahara fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle se leva et alla à leur table. Amara se raidit, mais Kwam lui serra la main sous la table pour la rassurer. « Kwam, dit Zahara d'une voix basse, dénuée de toute arrogance, je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit. Je ne suis pas venue te supplier. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Sur toute la ligne. J'étais exactement la personne abjecte que ton père soupçonnait. Et j'ai perdu l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu à cause de mon avidité et de mon orgueil stupide.
Elle regarda Amara, et dans ses yeux se lisait une expression qui pouvait être du respect ou simplement de la résignation. Tu as de la chance, Amara. Tu as quelque chose que je n'ai jamais eu, la capacité d'aimer quelqu'un d'autre que toi-même. Prends bien soin de lui. Il le mérite. Amara ne dit rien, se contenta d'acquiescer. Il n'y avait aucun triomphe dans son regard, seulement une pitié silencieuse pour cette femme qui avait gâché sa propre vie. Zahara retourna à sa table, et quelques instants plus tard, elle et sa mère payèrent et partirent, disparaissant dans la nuit chaotique de Lagos. Kwame ne la revit jamais après ce jour. Des années plus tard, il apprit que Zahara avait épousé un homme plus âgé, riche mais cruel, qui la traitait comme un objet. Il apprit qu'elle avait pris du poids, perdu la beauté à laquelle elle tenait tant, et qu'elle vivait tristement dans un mariage sans amour, prisonnière de sa propre avidité. Le karma, diraient certains. Les conséquences de ses propres choix, préférait penser Kwame. Quant à Kwame et Amara, ils ont bâti quelque chose de magnifique. Amara a repris ses études, Kwame finançant ses études en administration des affaires à l'université de Lagos. Elle a obtenu son diplôme avec mention, prouvant ainsi que l'intelligence n'a rien à voir avec l'origine sociale. Ensemble, ils ont créé une fondation pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants de domestiques, offrant ainsi à des centaines de jeunes les opportunités qu'Amara n'a presque jamais eues. Le chef Adeyemi a eu la joie de voir naître 3 petits-enfants, tous élevés dans le respect des valeurs d'humilité et de droiture. Un après-midi, alors âgé de 80 ans, il appela Kwame dans le jardin où ils avaient l'habitude de prendre le thé. « Mon fils, te souviens-tu de cette nuit où je t'ai mis au défi de tester Zahara ?» Kwame sourit. « Comment pourrais-je l'oublier, père ? Cela a changé ma vie. » Le vieil homme acquiesça. « Au début, je croyais te protéger de la mauvaise femme. Mais maintenant, je comprends que Dieu s'en est servi pour te guider vers la bonne. Amara a toujours été là, juste sous ton nez, mais tu ne l'as vue qu'après avoir écarté toutes les distractions. Parfois, mon fils, il faut tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. » 5 ans après leur mariage, Kwame était à son bureau lorsqu'il reçut un appel inattendu. C'était Chico Conco. Il ne s'était plus parlé depuis le scandale. « Kwame, je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Mais, j'ai besoin de te demander pardon. Vraiment. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je t'ai trahi de la pire des manières. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu la confiance de mes enfants. Je ne t'appelle pas pour te demander de me pardonner et d'oublier. Je sais que ça n'arrivera jamais. Je t'appelle simplement pour te dire que tu as eu raison de faire ce test. Parce qu'il a exposé tout le monde. Moi y compris. Et maintenant, je vis avec cette honte chaque jour. » Kwame resta silencieux un long moment. De la colère ? Non. Elle était morte depuis longtemps. De la tristesse ? Oui, pour l'amitié perdue, pour le frère qu'il considérait comme chic. J'espère que tu trouveras la paix. Vraiment. Pas pour moi, mais pour toi. Vivre avec des regrets, c'est mourir un peu chaque jour. Je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux plus porter ce fardeau. Mais nous ne serons plus jamais amis. Certains ponts, quand ils brûlent, se transforment en cendres que le vent emporte. Il raccrocha, et Amara, qui avait entendu la conversation depuis l'embrasure de la porte du bureau, entra et enlaça son mari par derrière. « Tu es meilleur que ce qu'il mérite, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Kwame en se retournant et en l'embrassant. « Je suis juste un homme qui a eu la chance de comprendre à temps qu'il valait la peine d'être gardé à ses côtés. » L'histoire de Kwame et Amara devint une légende à Lagos. Dans les fêtes, les marchés et les églises, on la racontait et la répétait sans cesse. Avez-vous entendu l'histoire de l'homme d'affaires qui a simulé la paralysie pour mettre sa femme à l'épreuve? Chaque version y ajoutait des détails différents, certains véridiques, d'autres exagérés, mais l'essence restait la même. Le véritable amour ne se révèle pas dans le confort, mais dans l'épreuve, et le caractère ne se cache jamais longtemps, finissant toujours par se dévoiler. Les jeunes femmes entendaient cette histoire et se demandaient, serais-je comme Zahara ou Amara? Les jeunes hommes, eux, se demandaient, cela vaut-il la peine de tenter le coup? Et les mères sages, celles qui avaient vécu assez longtemps pour voir ces schémas se répéter de génération en génération, disaient à leurs filles, ne soyez pas une femme qui aime son portefeuille. Soyez une femme qui aime son partenaire. Car un portefeuille peut se vider, mais une personne de caractère est éternelle. Des années plus tard, par un après-midi pluvieux typique de Lagos, Kwame avait 40 ans et Amara 34, et ils se trouvaient dans le jardin de leur maison, observant leurs 3 enfants jouer. L'aîné, Emeka, avait 9 ans et portait le nom du père d'Amara. La cadette, Aduni, 7 ans, avait hérité de la beauté discrète de sa mère. La Benjamine, Olumide, 4 ans, débordait d'énergie. Amara était enceinte de leur 4e enfant, une fille qu'ils savaient déjà vouloir appeler Folak.
Le chef Adeyemi s'était éteint 2 ans plus tôt, paisiblement, entouré de sa famille. Ses dernières paroles furent « Kwame, tu m'as rendu très fier. Non pas parce que tu es devenu riche, mais parce que tu as fait les bons choix. » Tandis que la pluie tombait doucement, Kwame attira Amara contre lui. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-elle, cette question que posent les épouses lorsqu'elles cherchent la confirmation que leurs choix étaient les bons. Il l'embrassa sur le front. « Simplement parce que je ne vous avais pas vu auparavant. Vous étiez là depuis le début, et j'étais aveugle, à la poursuite de vaines paillettes alors que leur véritable nettoyait mon sol. » Elle rit. « Très poétique, monsieur Adeyemi. J'ai appris des meilleurs, madame Adeyemi. » C'est ainsi que l'histoire de Kwame et Amara est devenue bien plus qu'une simple rumeur à la gosse. Elle est devenue une parabole, une leçon, un avertissement et un espoir, tout à la fois. Un avertissement pour ceux qui n'aiment que les apparences. Une leçon pour ceux qui doivent apprendre que la classe sociale ne définit pas la valeur d'un être humain. Un espoir pour ceux qui croient encore au véritable amour dans un monde de plus en plus superficiel. Car au final, après que tous les mensonges ont été dévoilés, toutes les trahisons révélées, toutes les apparences brisées, une seule vérité simple et puissante demeure. Le véritable amour n'a pas besoin d'une Ferrari pour se prouver, n'a pas besoin d'un manoir pour exister, n'a pas besoin d'Instagram pour être validé. Le véritable amour se révèle dans le silence d'une chambre d'hôpital, dans la patience de prendre soin de quelqu'un qui ne peut se laver lui-même, dans le choix de rester quand il serait plus facile de partir. Et quand on trouve cet amour, quand on le reconnaît même s'il se présente sous une forme simple que le monde méprise, on le serre fort et on ne le lâche jamais. Parce que certains aiment ce que vous possédez. D'autres aiment qui vous êtes. Et le temps, ce juge implacable et honnête, finit toujours par révéler qui est qui. La question qui résonne sans cesse, celle que chacun doit se poser en entendant cette histoire, est la suivante. Quand viendra mon tour d'être mis à l'épreuve, quand la vie prendra tout à un être cher, serai-je Zahara qui fuit ou Amara qui reste? Car cette épreuve n'est pas réservée aux autres. Elle nous concerne tous. Et nul ne connaît la réponse avant d'y être, dans cet instant de vérité, où il n'y a ni public à impressionner, ni gain matériel à obtenir, seulement le choix crucial entre le caractère et la facilité. Kwame l'a découvert. Amara l'a prouvé. Et vous? Sauriez-vous quel choix vous feriez?